Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau reportage. On vient de quitter Patricia, vous avez pu découvrir tout ce que peut apporter l'animal, d'aider l'humain à retrouver justement son humanité. Et là, on va découvrir une autre personne, Yolène, qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier l'intelligence animale. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît l'animal, c'est vraiment elle. Et vous allez vraiment découvrir l'animal sous un autre angle. C'est une femme tout à fait exceptionnelle. C'est un vrai délice que de l'écouter. Je pense que vous ne vous lasserez pas du début à la fin. C'est tout simplement passionnant. Je pense que vous êtes d'accord. Et je suis complètement d'accord avec toi, Bruno. Yolène Delavigne est une grande dame, justement, qui va vous faire découvrir comment nous pouvons entrer dans une relation différente avec nos amis, les animaux, parce que justement, ils ont une intelligence que nous ne connaissons pas et qu'elle prend et a pris le temps de nous le faire découvrir. En tout cas, on est vraiment impatient de vous faire découvrir ce reportage sur justement cette grande ambassadrice du monde animal. Et juste avant, je tiens à souligner vraiment la réalisation magnifique d'Émilie Mahé qui a réalisé ce reportage. Vous allez voir, c'est vraiment un voyage là aussi dans les émotions avec des images absolument magnifiques. Je vous en dis pas plus, on vous laisse découvrir tout ça et on vous retrouve juste après. J'aime l'information, j'aime faire passer l'information aux gens. Comme j'aime beaucoup être engagée, il y a une quinzaine d'années, j'ai créé un triple média, radio, presse écrite et site sur l'environnement. L'environnement, c'est une cause difficile, compliquée. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur un des aspects de l'environnement, c'est la biodiversité. Donc c'est ce qu'on appelle le vivant ou la nature en fait, ça s'appelle la nature. Mais aujourd'hui on prend toujours des termes, donc on dit biodiversité. Et j'ai découvert l'univers des intelligences animales. Et donc maintenant c'est un peu ma spécialité. J'ai décidé de porter en fait, en tant que journaliste, la parole de tous ces gens qui travaillent souvent seuls, soit dans la nature, soit dans les laboratoires, etc. En gros, on a toujours pensé, nous les humains, qu'on était les seuls malins, les seuls drôles, les seuls qui avaient le sens du religieux, les seuls qui étaient empathiques, les seuls qui étaient altruistes, que le reste c'était une nature épouvantable avec des animaux qui sentaient mauvais, qui étaient méchants, etc. Et en fait, on se rend compte que c'était entièrement faux. Au contraire, les animaux ont même pas mal de leçons à nous apporter, à nous donner. Et donc il y a des expériences incroyables. Tous les jours, on découvre des choses sur les animaux. Ça fait des siècles qu'on nous dit que la nature est dangereuse et l'être humain n'a eu de cesse que de maîtriser cette fameuse nature par tous les moyens. Il a inventé des religions, il a inventé des systèmes politiques, il a tout fait pour mettre l'être humain et l'homme au sommet. Après, il y avait la femme qui n'avait pas beaucoup d'intelligence, qui n'avait pas d'âme, enfin bon, elle était bien utile à la cuisine et pour faire des enfants. Et puis après, il y avait alors les gens de couleur. Bon, alors là, c'était pas mal pour travailler dans les champs. Et puis tout en bas de l'échelle, les animaux. Bon, je dis ça évidemment de manière caricaturale, mais c'est quand même un peu ça. Et donc, la nature... Alors maintenant, déjà, on a fait quand même des progrès humains, heureusement. Donc tout ça, les femmes, l'esclavage, etc., tout ça, heureusement, ça va un petit peu mieux. Mais la nature, c'est le bas de gamme, finalement, et c'est très compliqué. Donc la nature, ça fait peur. La nature, ça vous échappe. La nature, on la comprend pas.
Donc il y a tout pour dire qu'elle est dangereuse. Alors en effet, elle est dangereuse, mais l'homme aussi est dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que l'homme. Hein. La nature elle-même, elle est dangereuse parce qu'elle se défend, qu'elle veut manger et pas être mangée. L'homme, il est dangereux parce qu'il aime tuer, et donc c'est encore un peu différent. Donc la nature, elle est dangereuse, mais elle est aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ça qu'il faut leur dire, c'est qu'elle nous nourrit. Sans la nature, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Donc la nature est une nourricière. Tout ce que l'être humain a fait, c'est grâce à la nature. Si l'être humain a pu conquérir le monde, c'est grâce au cheval, il est monté dessus, etc. S'il a pu manger aussi bien dans des pays difficiles, c'est grâce à l'élevage et grâce à des animaux, etc. S'il a pu se nourrir et se soigner, c'est grâce à des plantes. On a perdu beaucoup la science des sorciers d'autrefois et des femmes d'autrefois, mais aujourd'hui les médicaments sont faits à base de plantes. Bref, l'être humain n'est rien sans la nature, et l'être humain est un être de la nature. Ce qui est beau, ce château, c'est incroyable. Je trouve ça plus émouvant que le château avec un énorme bâtiment comme ça. Je trouve ça vraiment très beau. Ah, je sais pas ce qu'on entend là. Ça aussi c'est merveilleux, tous ces bruits, tous ces cris, tous ces langages. Là aussi on découvre en fait que les animaux ont des langages incroyables. Les gibbons par exemple, les singes, on sait maintenant qu'ils ont une syntaxe. Les animaux, ils se disent plein de choses. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais ils se disent plein de choses. Après, il y a le problème de la cruauté. L'être humain est un être cruel. On l'est tous. Hein. On est, enfin cruel, en tout cas brutal. On n'est pas. La violence est quelque chose, malheureusement, d'intrinsèque à l'être humain. Même quand c'est pas de la violence physique, ça peut être de la violence morale. Et on doit tous travailler là-dessus, même dans notre façon de parler, d'exprimer nos idées, etc. Ce qui est finalement très rare chez les animaux, contrairement à ce qu'on dit. On est même, nous, sadiques. Le sadisme, pédophiler ses enfants, torturer pendant des journées entières un être humain. Enfin, il n'y a que nous qui faisons ça. Et nous, on sait très bien qu'on fait souffrir. On a même inventé depuis des siècles des choses pour faire encore plus souffrir. Donc on est quand même vachement fort là-dessus. Donc ça, c'est un vrai problème vis-à-vis des animaux qui sont démunis par rapport à ça, qui sont vraiment démunis. Et puis, je pense aussi, et là je me mets dedans, on est des êtres assez égocentrés quand même. L'être humain, on est tous très obsédés par nous-mêmes, notre physique, moi, ma famille, ma meuf, mes animaux, ma maison, quoi. On est quand même très, et on le voit bien aujourd'hui, pas plus qu'avant, mais enfin, les selfies sont une espèce d'apothéose un peu grotesque de cette obsession de soi-même qu'on a aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on travaille sur un vrai altruisme. Alors, l'altruisme chez les animaux, ça dépend une fois de plus des animaux. Parce qu'on dit les animaux, il y a des milliers de sortes d'animaux. Donc, chez certaines espèces qui sont solitaires, etc., je ne sais pas. On n'a pas encore étudié ça, mais en tout cas chez beaucoup d'insectes sociaux et chez les mammifères, on a déjà vu de vrais signes d'altruisme. Chez le loup, il y a beaucoup d'altruisme. Chez le loup, ça a été vraiment prouvé. Ils vont s'entraider, ils vont protéger leurs petits, ils vont protéger celui qui est blessé. La meute va ralentir son rythme pour permettre aux blessés de marcher. On le voit aussi chez les éléphants. Chez les éléphants, ce sont des matriarches, ce sont des grands-mères qui dirigent le troupeau. Et s'il y en a un qui est malade ou quelque chose comme ça, ils vont aller moins vite et ils vont protéger leurs petits. D'ailleurs, il y a eu des scènes déchirantes avec des petits attaqués où vraiment tout le monde se met à les défendre. On l'a vu chez les orques aussi.
les orques qui sont des animaux magnifiques, qui sont des prédateurs terribles, où on a raconté des choses horribles. La vie familiale de l'orque est incroyable, ce sont que des familles, chaque famille a son langage. On est en train de découvrir ça, c'est quand même incroyable, quoi. Chaque famille a son langage, avec des clics différents, donc ce qui fait qu'ils peuvent se comprendre, mais pas toujours entre eux, etc. C'est aussi des grands-mères qui dirigent la famille des orques, et là aussi, il y a énormément d'altruisme entre eux. On est même en train de découvrir chez des orques et chez des dauphins que parfois il y a des handicapés qui ne peuvent pas se nourrir, et les autres vont le nourrir. Ou alors, par exemple, une forme d'altruisme, c'est la mise à bas ou l'accouchement chez un dauphin. Il y a en général deux femelles qui surveillent et qui aident la maman à mettre le bébé au monde pour surveiller qu'il n'y ait pas de prédateurs, et elles amènent le bébé à l'air pour qu'il respire pendant que la maman se repose. Donc c'est une forme d'altruisme et de solidarité. Pour une raison très simple, Darwin l'avait déjà dit, hein, Darwin l'avait toujours dit. On a gardé chez Darwin que le côté la concurrence, la loi de la jungle. Darwin a toujours dit qu'il y avait de la solidarité parce que ça vous permet de vivre. Vous savez, quand on dit on est plus fort à plusieurs, c'est une évidence, mais les animaux le savent, ça. Et quand vous êtes à plusieurs, vous arrivez à mieux vivre. Et les animaux le savent très bien. J'adore les girafes. D'abord, comme j'étais très grande, on m'a toujours traité de girafe quand j'étais petite. Donc sur la tête, je dois faire un transfert. Et puis je trouve ça tellement beau. Ce calme, cette douceur de la girafe avec ses grands yeux, ça me fascine. L'éternel débat sur le zoo, qui est un débat... moi, les zoos, il y a 15-20 ans, j'étais très contre. Aujourd'hui, je suis pour. Là aussi, je pense qu'il faut savoir s'adapter à l'époque dans laquelle on vit, il faut savoir évoluer. Et le zoo aujourd'hui, hélas, a un rôle majeur, un rôle d'abord d'éducation, parce que contrairement à ce qu'on pense, les gens ont vraiment besoin d'être éduqués, besoin de comprendre l'importance des animaux, le respect des animaux. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis un rôle de conservatoire, qu'on le veuille ou non, il y a quelques réintroductions d'animaux grâce aux zoos, et donc ça c'est important. Bien sûr, les réserves c'est l'idéal, heureusement, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que la biodiversité est dans un tel état, on a atteint un niveau tellement d'urgence que pour moi toutes les bonnes volontés et tout ce qu'on peut prendre, c'est bon à prendre. Puis les zoos permettent un travail scientifique, il faut pas... Moi je suis pour que la connaissance évolue. Il n'y a que par la connaissance que les choses évoluent, et c'est avec des endroits où les scientifiques peuvent travailler, les éthologues peuvent faire des expériences avec les animaux et comprendre comment elles y vivent, qu'on peut s'en sortir. Prenons les girafes, elles sont aussi en voie de disparition. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, les zoos réussiront à les sauver, peut-être à les réintroduire un jour. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, hein. C'est un sujet très polémique, mais bon, ça c'est bien, il faut qu'il y ait des débats et que chacun ait son opinion. On découvre que les animaux ont énormément d'émotions. Bon, la plus facile, parce que ça, je pense que j'étonnerai personne, c'est le sens de la famille. On a bien vu une chatte avec ses bébés ou une chienne avec ses bébés. Donc il y a des parents formidables dans la nature. L'ours, par exemple, la maman ours, est une maman incroyable, assez sévère. Il n'y a pas d'enfant gâté dans la nature. C'est pas possible parce qu'elle doit l'élever. Donc elle garde ses bébés quand elle a la chance d'avoir ses oursons, parce que souvent elle n'en a plus qu'un, pendant au moins 2 ans. Et elle leur apprend la vie. Parfois elle la dure, mais c'est une maman extrêmement tendre, extrêmement attentionnée, etc. Donc ça, oui, on sait qu'il y a beaucoup d'amitié. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre que maintenant il y a des amitiés interespèces, avec des animaux qui n'ont rien à faire les uns avec les autres. Alors il y a une histoire que j'adore dans je ne sais plus quel zoo, c'est un lion, on lui a jeté une chèvre à manger, il n'a jamais voulu manger sa chèvre et c'est devenu sa meilleure copine. Et ils ont été amis comme ça pendant des années. Bon, il y a un autre zoo, c'est très connu, c'est un chimpanzé qui est devenu folle d'un petit chaton. Alors elle était là, elle s'occupait de son petit chaton, et quand son petit chat est mort, elle a fait quasiment une dépression, on lui en a redonné un autre, elle n'a pas voulu, c'était son chat et pas un autre, etc. Donc on sait qu'il y a des amitiés. Une émotion qu'on découvre actuellement, c'est le sens de la mort.
Là aussi, on pensait qu'il y avait que les humains qui avaient ce sens-là. On a filmé une pie morte, écrasée, et il y avait des pies qui venaient, qui étaient autour d'elle, qui mettaient des brindilles, qui l'ont recouvert de brindilles, qui sont restés puis qui sont partis. Alors, est-ce que c'est de l'anthropomorphisme que d'interpréter ça comme un acte de symbolique vis-à-vis d'elle? En tout cas, ils l'ont fait. On a filmé des singes qui tournaient autour d'un corps mort en poussant des grands cris, un peu comme nos pleureuses, et en jetant de la terre dessus. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on découvre, mais en tout cas, oui, maintenant il est de notoriété publique que les animaux ont des émotions, et ça, on ne peut pas leur enlever ça. On découvre encore plein de choses sur les différentes émotions qu'elles ont. Sur l'humour, par exemple, on n'a pas encore découvert. On sait que les rats peuvent rire quand on les chatouille, on sait qu'il y a quelques singes qui font des blagues, mais on n'a pas encore découvert est-ce qu'il y a de l'humour entre les animaux. Ça, on n'a pas encore travaillé ça. Sur l'état des océans, c'est un vrai drame. Parce que en fait, je trouve que ces images le montrent. En fait, nous, les humains, on voit l'océan comme une grande nappe bleue, merveilleuse, où on fait du bateau. En loisir. Mais en fait, c'est un grand univers qu'on connaît très peu. On est en train de découvrir les abysses, donc les profondeurs des océans. Et on est en train de découvrir qu'il y a une biodiversité quasiment presque plus riche que celle qu'il y a sur Terre. Donc c'est te dire à quel point on découvre des choses incroyables. Et malheureusement, il y a une surpêche, et on revient toujours au même mot, il y a un irrespect de la mer. Quand on voit ce qu'on fait à la mer, on se dit qu'on a vraiment un souci. Je vais prendre un exemple, comme toujours, un peu provocateur, parce que j'aime bien les exemples provocateurs et les animaux mal aimés. C'est le requin, que personne n'aime. Les dents de la mer lui ont fait un mal fou. Le requin n'est pas du tout ce qu'on dit, et là aussi on découvre beaucoup de choses. D'abord, le requin n'est pas du tout agressif avec l'être humain. Il n'aime pas l'être humain, il trouve que c'est pas bon. Donc déjà, c'est très très rare qu'un requin mange ou attaque. Oui. C'est très rare. Je crois qu'il y a 5 attaques de requins par an. Et par contre, il y a des milliers de requins tués chaque année. Tout ça pour leur aileron. Et ça me rend folle. C'est d'une manière monstrueuse, c'est-à-dire qu'on le pêche, on lui coupe l'aileron à vif, parce qu'on va quand même pas le tuer pour pas qu'il souffre. On n'a pas de temps à perdre. Et après, on le relance, enfin on le remet dans la mer, où il va mettre à peu près 3 jours à agoniser, sans doute à moitié déchiqueté par d'autres poissons, etc. Enfin, c'est d'une cruauté impensable. Et sans les requins, on va avoir ce qu'on commence à avoir, c'est-à-dire une invasion de méduses, une invasion de certains animaux. Et c'est un vrai problème parce que c'est un régulateur. Et quand on parle d'intelligence animale, le requin a été très très peu étudié, parce que c'est compliqué d'étudier les requins, mais on commence à découvrir des choses incroyables. On a toujours pensé que le requin était un animal solitaire. On a vu qu'il y a des endroits entiers où ils vont pêcher, ils vont pondre, enfin faire leurs bébés ensemble. Il y a des espèces de nurseries de requins qu'on est en train de découvrir. Et il y a surtout des chasses où il y a Laurent Balesta qui est un plongeur et photographe qui a fait toute une mission. On a vu qu'il y avait 700 requins et ils se sont rendus compte que les requins faisaient équipe ensemble. Ils se retrouvent le soir, ils font équipe, il y a des complicités, ils chassent ensemble et puis le lendemain, ils se quittent comme des bons copains, ils retournent, ils se reverront ou pas, etc. Et il y a même un endroit qu'on appelle le Shark Café, en Atlantique, où les requins se retrouvent à la saison des amours, et c'est un peu un lieu de drague, c'est comme ça qu'on pourrait le dire en langage humain, où les requins sont ensemble, se rencontrent, c'est la saison des amours, ouais. Donc il y a une vraie vie sociale. Incroyable. Et en fait, les animaux marins, on découvre des choses incroyables, mais alors là, depuis très 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 peu de temps, c'est un animal qui a été très peu étudié. Les saumons, par exemple, dans les élevages, font des dépressions nerveuses. Moi, ça m'a bluffé d'apprendre ça. Et ils ont les mêmes syndromes que nous quand on fait une dépression, c'est-à-dire qu'ils deviennent amorphes, ils se nourrissent plus et ils finissent par se laisser mourir. Parce qu'ils sont tellement malheureux, ça c'est incroyable quand même que des saumons fassent des dépressions nerveuses. Ouais. On découvre des choses incroyables et en tout cas, s'il y a vraiment un message à passer aux gens, c'est
Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, vous êtes végétarienne, moi aussi, hein, je mange plus de viande, mais je mange du poisson. » Je leur dis « Mais arrêtez, parce que d'abord, on est en train de vider la mer, et c'est un drame, et puis surtout, le poisson que vous mangez, il est plus bon. Hein, il est plus comestible. Voilà. Ouais. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a une telle dose de polluants dans la mer que le poisson, il est intoxiqué lui-même. Voilà, qu'il soit sauvage ou d'élevage, on y retrouve des métaux lourds, on y retrouve même du cyanure, enfin des choses absolument dramatiques. Et donc, du mercure, du plomb, enfin, voilà, donc donner à ces enfants du poisson, sincèrement, ils ne se rendent pas compte, hein, mais ils leur préparent un cancer à l'âge adulte. Enfin, vraiment, il faut vraiment faire attention, et ça évidemment personne ne le dit parce qu'il y a des lobbies de la pêche qui sont très puissants et personne n'ose le dire. Et c'est un vrai drame. Donc oui, la mer, une fois de plus, il faut la respecter. La nature a-t-elle une conscience? Et par là, est-ce que les animaux, tu parles d'intelligence, des intelligences animales, mais est-ce qu'un animal a une conscience telle que l'homme peut avoir conscience de lui-même? L'animal a-t-il une conscience selon toi? Alors ça, c'est une question très intéressante aussi et très nouvelle. Déjà, qu'est-ce que c'est que la conscience? Donc déjà, ça fait très sujet de bac, c'est pas évident de savoir. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une façon très humaine de le traiter, avec toutes les erreurs de la façon très humaine de traiter les choses. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On a inventé un test totalement humain qui s'appelle le test du miroir, qui est très connu. Ça fait des années qu'on fait le test du miroir. En gros, on met un animal, on l'endort, on lui met une petite signe, un petit rond, une petite croix, on le réveille, on lui met un miroir, et on part du principe que s'il voit qu'il y a un truc et qu'il essaye de se l'enlever, c'est qu'il a conscience d'être lui-même. Donc les dauphins, évidemment, réussissent haut la main, les pies, que les gens n'aiment pas, qui sont un modèle d'intelligence et de gentillesse. Elles ne sont pas voleuses, elles sont juste géniales, les pies. Bon. Les pies réussissent très bien, les éléphants réussissent très bien. Et ô étonnement, les singes évidemment, et ô étonnement, des animaux aussi malins et géniaux que les chiens ne réussissent pas. Donc ça voudrait dire que le chien n'a pas conscience de lui-même et que le chien est un peu bête finalement, parce que c'est un peu... Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que toute la difficulté pour un scientifique aujourd'hui, c'est de faire des tests à la mesure de l'animal, de faire des tests pour les éléphants en langage éléphant, de faire des tests pour les chiens en langage chien, etc. Et ça, c'est très très difficile puisque nous ne voyons tout que par nous-mêmes. Alors après, dans la conscience, souvent on dit oui, mais alors si les animaux ont une conscience, ils devraient avoir le sens du futur. On a toujours dit il n'y a que l'homme qui a le sens du futur. Pas du tout, on s'est rendu compte. Alors là aussi, c'est très nouveau. Toutes ces études dont je vous parle, elles ont 5, 10 ans, pas tellement plus souvent. Il y a des oiseaux, alors ça j'adore, il y a des oiseaux qui sont capables de cacher pour l'hiver des graines et ils les cachent en fonction de la date de péremption. Il faut quand même le faire. Nous, on est obligé de regarder la date de péremption. Eux, ils cachent et après, ils viennent remanger en fonction de ce qui va pourrir le plus vite. C'est-à-dire qu'ils vont manger tout ce qui est frais et ils vont laisser les graines, genre noix, amandes, etc., qui ne s'abîment pas pour le dernier moment. C'est incroyable. Mais le chien, pour reprendre le chien qui ne réussit pas le test du miroir, oui, parce que le chien, souvent, il voit très mal. Il y en a beaucoup qui sont très myopes, ils n'ont pas une très bonne vue. Par contre, le chien a une ouïe et surtout un odorat 1000 fois plus, que dis-je, 50 000 fois supérieur au nôtre. Et il arrive à prévoir une crise d'épilepsie, à savoir que vous allez avoir sans doute un cancer du sein, à savoir que vous avez un problème d'alcoolisme. Il arrive, enfin ce qu'on fait au niveau médiation animale avec des chiens, c'est juste du délire. On arrive à soigner des traumatisés, des soldats traumatisés de la guerre de l'Irak avec des chiens. On arrive à soigner des alcooliques avec des chiens. Les Américains sont très très en avance là-dessus. Le chien est un animal... Alors on le sait, hein, on sait tous les gens qui ont des chiens savent que... Mais on n'a encore rien compris de l'intelligence extraordinaire du chien qui, par exemple, on s'est rendu compte qu'il étudie notre façon d'être, il sait exactement dans quel état d'esprit vous êtes le matin quand vous vous réveillez. Et il a même, au fur et à mesure de l'évolution, intégré certains. On sait maintenant qu'il a un petit muscle là. Vous savez qu'il donne toujours cette petite tête comme ça, les chiens sont toujours comme ça. Ils disent, oh, comme il est mignon. Mais ils ont compris en fait que c'est ce qu'on aime et c'est comme ça qu'ils savent être mignons. Vous regardez droit dans les yeux et c'est comme ça qu'ils savent se faire aimer, etc. Ça, on est en train de découvrir ça. Si
Si tu devais, je ne sais pas, parce que tu vois beaucoup de choses dans le monde, tu as énormément d'informations, d'actualités, mais toi, dans ton univers à toi, si tu devais imaginer le monde idéal, comment voudrais-tu qu'il soit? Alors un monde utopique, complètement utopique, c'est un monde où il n'y ait plus de souffrance. Donc on est vraiment dans la grande utopie, parce que moi c'est surtout ça qui me révolte, c'est la souffrance. Donc du coup un monde où on apprendrait en fait dès l'école le respect, parce que je pense que la souffrance ça vient beaucoup de l'irrespect, où on apprendrait à respecter dès l'enfance l'autre, et soi-même forcément, mais l'autre, mais tous les autres. Donc évidemment les femmes, évidemment les enfants, enfin les plus faibles que soi, donc les gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes mœurs sexuelles que nous, qui n'ont pas la même couleur de peau, etc. Et puis bien sûr, directement, forcément, par conséquence, et le végétal et l'animal qui sont des forces vivantes, passionnantes, qu'on ne connaît pas, qui nous font peur et qu'on maltraite. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, que je donne souvent, c'est le Rwanda. Tout le monde sait que le Rwanda est sorti d'un génocide absolument épouvantable, avec une cruauté inimaginable. Ça fait peu de temps par rapport à d'autres drames qui nous ont touchés en France, comme l'Algérie ou l'Indochine, etc. Ils ont réussi en une dizaine d'années à faire de leur pays le 5e pays le plus riche d'Afrique. Comment? Les femmes ont autant d'importance que les hommes, les femmes sont à tous les postes de pouvoir et il y a une parité assez exceptionnelle. Ils ont réussi à se parler. Ils ont parlé de ce qui s'est passé, ils ont échangé, donc ils ont eu une intelligence de communication étonnante. Et dans mon domaine, ils avaient tué et évidemment abîmé toute la nature, hein, comme toujours quand il y a des guerres. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande des touristes sur les gorilles, les fameux gorilles des plaines. Et aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Tu as des listes d'attente sur des années entières pour aller voir les gorilles des plaines. Donc du coup, ils protègent les gorilles parce qu'ils se rendent compte que ça rapporte de l'argent. Du coup, ils se sont rendus compte que les gorilles ont besoin de la forêt. Donc la déforestation est illégale chez eux. Et du coup, ça a donné du travail aux gens sur place qui n'ont pas besoin de migrer ailleurs pour aller vivre correctement. Ça te fait des gardes, des guides, des restaurants, des emplois, etc. Là, voilà, pour moi, ça deviendra... Alors, ils ont certainement plein de problèmes et rien n'est... c'est pas les bisounours, hein. Bien sûr qu'il y a des soucis, mais ça, c'est la vie. Pour moi, un monde idéal, il y aurait forcément des problèmes. Il y a toujours des problèmes, il ne faut pas non plus être naïf. Mais il y a déjà une intelligence de la politique que je trouve très, très séduisante. Ça serait déjà un petit bout de monde idéal. Je trouve qu'il y a une empathie dans notre époque, il y a une émotion sur l'autre qui a fait des progrès énormes. Avant, vous étiez très vite un peu le curton de service, quand même. Donc c'était Sainte Teresa, quoi, tout de suite. Là, au contraire, c'est presque le contraire. C'est quelqu'un qui ne serait pas ému par la souffrance de l'autre, passerait quand même pour quelqu'un de pas normal. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est que déjà la souffrance ne soit plus acceptée, que l'irrespect ne soit plus accepté, parce que finalement tout ça c'est une question de respect, c'est énorme. Donc oui, je vois quand même un progrès phénoménal. Mais il y a encore du travail, quoi. Mais bon, ça va déjà mieux qu'avant. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a fait énormément de progrès. Je pense que quand on lit certains livres d'histoire, on se dit que... on vient de loin, et donc je pense qu'on va encore aller très loin, et donc c'est bien. On va y arriver, petit à petit. L'être humain ne s'en sortira pas sans le vivant, et que le vivant, c'est que de la joie, et que c'est un sujet absolument passionnant. Il n'y a pas plus passionnant que ça, et on en fait partie. Donc, regardez. Ah, déjà, je trouve l'idée géniale. Bravo, parce que je trouve que c'est une vraie belle idée. Parce qu'évidemment, on ne pourra pas s'en sortir dans ce monde en crise sans altruisme, ça c'est clair. Et puis, moi, à mon niveau, évidemment, c'est toujours le respect du vivant et se rendre compte à quel point l'altruisme existe dans la nature. Et donc, arrêter avec les excuses faciles. Ah bah oui, mais c'est la loi de la jungle, il faut être un peu dur, c'est normal pour réussir, c'est comme ça dans la nature et c'est comme ça entre les êtres humains. Non, c'est pas vrai. Pour réussir et pour être bien dans sa tête et avec les autres, il faut avoir de l'altruisme. Vas-y, tu peux faire le claque.
Ça fait très France Culture, ça. Où on entend scratch, scratch, scratch. C'est très à la mode. Hein. Pagnol, lui. Doucement, doucement, doucement. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Descendez, abîmez pas le matériel. Hein. Hop. Quel voyage magnifique. C'était superbe. C'était superbe. Quand j'ai vu tout ça, j'étais vraiment très ému par ce qu'on découvre. D'abord l'animal sous un angle qui nous échappe trop souvent. On ne réalise pas que l'animal a des émotions, qu'il a une intelligence aussi, et Yolène sait le mettre en évidence, sait le mettre en valeur. Et je pense que c'est difficile de continuer, quand on entend Yolène, c'est très difficile de continuer à voir l'animal comme on le voit, parce qu'on a tendance à le chosifier. Même pour les personnes qui disent aimer leurs animaux, elle le dit très bien, souvent sont des objets de compagnie, et malheureusement on les chosifie, comme parfois on se chosifie soi-même. Elle nous montre vraiment l'univers de l'animal avec toutes ses émotions, tout ce qu'il peut ressentir, cette sensibilité. Ça m'a fait penser, il n'y a pas très longtemps, on a emmené un chat se faire opérer et le vétérinaire nous disait que, parce qu'il avait un problème de dents, et il expliquait que quand on lui touchait le nerf, c'est la même douleur que nous, on peut ressentir quand on touche le nerf si vous êtes allé chez le dentiste. Les animaux souffrent aussi. Et je pense que c'est important, elle le montre, parce que après je me rends compte aujourd'hui toute la douleur, toute la souffrance qu'on inflige aux animaux, et vous avez plein d'organismes comme L214, PETA, etc., qui essaient de nous sensibiliser justement à cette conscience, cette intelligence, ces émotions qu'ont les animaux. Et Yolène le fait magnifiquement bien, et je trouve que c'est vraiment... Je remercie vraiment Yolène de nous montrer ça. C'est une femme tout à fait exceptionnelle. Oui. Ça nous amène vraiment vers un profond respect et aussi même une profonde humilité, parce qu'on découvre finalement que les animaux sont dotés aussi d'une intelligence qui n'est pas la même que la nôtre. Et on a souvent tendance à transposer l'intelligence humaine et l'intelligence animale. Et là, on découvre une toute autre forme d'intelligence, de sensibilité. Et c'est un univers absolument incroyable qui s'ouvre à nous. Et vraiment, on dit nos amis les animaux, mais là, du coup, moi, je ressors de ce reportage, c'est vraiment nos frères les animaux. C'est ça. Et on en ressort vraiment très touché. Et en tout cas, on espère que ça vous a plu et ça vous a touché autant que nous. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins aussi Bruno et Loïc également sur le tempérament de Yolène, qui justement a quasiment œuvré toute sa vie pour un monde plus juste, pour un monde plus égal en termes de lien entre les êtres vivants. Et elle a cet engagement, cette ferveur justement qui manque certaines fois à beaucoup de gens. Et je salue tout le travail de Yolène et merci encore pour ce que tu fais et cette mise en valeur de cet univers que nous ne connaissons pas ou très peu, dans cette fraternité être humain et animal. Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir rencontrer Yolène de la Vigne à la Journée mondiale de l'altruisme. Surtout ne manquez pas cet événement, ça va être très riche. Et pour ceux qui découvrent ce reportage, découvrez ceux qui l'ont précédé, vous allez sur le site des Journées mondiales de l'altruisme et vous allez les découvrir tous. Et c'est toutes ces personnes qui œuvrent pour l'humanité, pour apporter du mieux dans le monde. Regardez-les, ils font partie de la solution, ils apportent des solutions concrètes. Ce sont des hommes et des femmes d'action qui se sont mis au service justement de l'humanité et ça vaut vraiment la peine. Donc merci et appréciez ce reportage pour ce qu'il est, goûtez-le et surtout j'ai envie de dire partagez-le parce que le monde a besoin de savoir, ce sont des connaissances qui nous sont vraiment indispensables. Et maintenant on va vous emmener dans un autre voyage, mais nous allons partir. Bruno a disparu. Bruno a disparu. Justement, c'est bizarre parce que j'allais justement m'apprêter à parler de lui. Parce que pour le prochain reportage, nous allons partir à la rencontre d'un ambassadeur de la paix. Et quand on parle d'ambassade de la paix, c'est cette paix que l'on peut apporter en soi-même et dans le monde. Oui. C'est une personne qui
qui œuvre depuis plus de 30 ans dans cet univers bien particulier qu'est justement toute la notion, tout cet univers des qualités et des aspirations humaines. Vous l'avez vu dans tous ces reportages, on parle de l'état de la planète et là, il y a vraiment des solutions très concrètes qui vous seront proposées, qu'on peut tous faire quelque chose, chacun à notre niveau, mais on ne vous en dit pas plus et on vous retrouve au prochain reportage avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous et on vous dit à très bientôt. Très bientôt.